Oser la préhistoire, pourquoi, comment? Pour une personne du XXIe siècle, la préhistoire est une évidence. Mais cela n'a pas toujours été. Elle est apparue dans les esprits il n'y a que 200 ans à peine, et l'invention de cette discipline, la préhistoire, est même plutôt née dans la douleur, car elle remettait en question des certitudes rassurantes. Dans les esprits, même scientifiques, il y a un peu plus de 200 ans, les dinosaures par exemple n'existaient pas, ni le mot ni ce que c'était. Mais on croyait aux dragons, aux licornes ou aux yétis, et bien d'autres. Il y a un peu plus de 200 ans, l'homme dit de Cro-Magnon n'existait pas. Il n'existait pas de forme ancienne de l'humain. On pensait que l'homme moderne, à notre image, était apparu sur Terre par volonté divine, que ce soit par exemple la création de l'humain par un certain Prométhée sur la demande de Zeus pour les polythéistes de l'Antiquité grecque, ou la création d'Adam et Ève pour les religions monothéistes bibliques, judaïsme, chrétienté, islam. C'est ce qu'on appelle le créationnisme, un être humain créé d'un coup, sous sa forme actuelle, par volonté divine. La seule chose à noter dans ces modèles, c'est que l'homme est créé après le reste, et que rien n'est daté. On ne connaît pas dans ces récits l'épaisseur du temps de la création. On a pris l'habitude de se dire que l'homme ne devait pas avoir plus de 10 000 ans, parce qu'on ne cherchait pas vraiment à dater ces choses anciennes, car il avait été fourni par les religions la réponse à une question qu'on n'avait même pas posée, et puis on n'aurait pas eu d'autre réponse, parce que de toute façon, on n'avait pas de moyen de datation. Et pourtant, depuis longtemps, les êtres humains mettent de vieilles choses de côté, et on a des fossiles, des silex taillés qui ont été trouvés, sans que cela ne pose plus de questions. Tout au plus, cela a nourri un imaginaire populaire, et ce sont sans doute avec des fossiles de dinosaures retrouvés que sont apparus les dragons, ou avec ceux de Gigantopithecus, singes préhistoriques géants, que sont nés le Yéti ou le Bigfoot. Alors l'histoire de la préhistoire, elle commence en Europe. Il va y avoir une année décisive pour la préhistoire avec deux événements, 1859. Un grand pas est franchi d'abord car un comité scientifique examinant toutes ces collections anciennes et les études apportées par les chercheurs de l'époque, surtout des géologues, finit par admettre que l'humanité est plus ancienne que ce qu'on croyait. On accorde donc l'idée d'une haute antiquité de l'homme, sans lui donner d'épaisseur. On ne parle pas encore de préhistoire. Il faudra encore quelque temps pour que la préhistoire, science qui étudie le passé de l'homme avant l'écriture, prenne vie comme discipline, avec ses institutions, ses métiers, mais aussi son épaisseur. Pour classer les temps de la préhistoire, on observe les changements des outils des hommes, en particulier les silex, car on en a beaucoup, se frapper, ou tailler, se forger, ou poli. Les plus anciens, car retrouvés plus profondément sous terre, donneront le paléolithique, le temps de la pierre taillée, et les plus récents, le néolithique, le temps de la pierre polie. Au passage, on est en pleine révolution industrielle. L'homme fabrique ses machines pour dominer la nature. Cette classification a énormément de sens, car les questions que se posent les historiens ou les préhistoriens sont inspirées du monde dans lequel ils vivent. Aussi, depuis le siècle des Lumières, on assiste à beaucoup de découvertes, et les scientifiques, les naturalistes en particulier, commencent à créer des classifications de ces trouvailles dans le temps. Et c'est toujours en 1859 que l'événement le plus révolutionnaire se produit, avec la publication de la théorie de l'évolution des espèces par Charles Darwin. Ainsi, toutes les créatures ne sont pas apparues sous leur forme actuelle, mais elles ont évolué au regard des vestiges qu'on en a trouvés. Cependant, dans ce schéma évolutif, il n'est pas encore question de l'homme, car on n'a pas de fossiles humains, juste leurs outils oscillent. Donc, dans un premier temps, l'homme est épargné de cette théorie de l'évolution, mais tout scientifique a conscience que l'homme résulte sans doute du même schéma. Parce qu'en 1859, on n'a retrouvé que deux fossiles humains, l'un en 1848 et l'autre en 1856. Bien sûr, on avait remarqué que le squelette était difforme, et on sait aujourd'hui que ce sont des néandertals. Pourtant, à l'époque, on s'est juste dit qu'on avait affaire à des squelettes de personnes mal formées. En tout cas, on n'a même pas imaginé que ça aurait pu être une nouvelle humanité. Les choses vont s'accélérer. À partir des années 1860, on assiste à une véritable ruée vers l'os. On ne cesse de chercher du fossile humain. Ça tombe bien, la révolution industrielle lance de grands chantiers comme la construction des voies ferrées, le creusement de mines pour les matières premières et l'industrie. Ce sont de belles opportunités pour fouiller les sous-sols et les ouvriers font beaucoup de trouvailles, de silex notamment, car ils ne se décomposent pas. En 1869, alors qu'on est en pleine construction de la voie ferrée Angoulême-Agen, l'Europe est bouleversée par la découverte des premières traces de nos ancêtres dans la grotte de Cro-Magnon. L'homme préhistorique vient de faire son entrée. C'est la raison pour laquelle les hommes préhistoriques sont appelés pendant longtemps les hommes de Cro-Magnon. Mais cela ne se fait plus aujourd'hui. Parce que les trouvailles se multiplient en Europe, on annonce que l'origine de l'humanité est européenne.
Dans le cadre de la colonisation massive du monde par l'Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les fouilles s'étendent à l'Asie et à l'Afrique. On date comme on peut, l'Asie semble d'abord l'emporter, puis les plus anciens fossiles sont identifiés en Afrique tropicale. L'Afrique devient officiellement le berceau de l'humanité et l'homme s'insère dans le processus évolutif comme toutes les autres espèces et le monde lui-même. Aussi, les préhistoriens sont nécessairement humbles. Ils retravaillent leurs hypothèses à chaque fois que des trouvailles nouvelles ou les progrès de la science viennent apporter de nouveaux éléments. C'est ainsi que ces toutes dernières années, des séries de trouvailles, empreintes et fossiles sont venues bouleverser la chronologie. La préhistoire s'écrit en permanence. Les scientifiques qui recherchent l'origine de l'homme sont des paléontologues. Ils effectuent leurs fouilles dans l'épaisseur de la Terre pour découvrir le passé du vivant. Que ce soit la faune, c'est-à-dire le vivant animalier, ou la flore, le vivant végétal, ils découvrent ces traces sous forme d'empreintes ou de fossiles. Les fossiles, ce sont des restes de vivants, un os, un tronc d'arbre, une crotte de dinosaure, qui se sont chargés de matière minérale, des sédiments, pour se durcir comme de la pierre au lieu de simplement disparaître par décomposition, souvent parce qu'ils ont été recouverts de terre ou de cendres. Ce n'est plus de l'os, ce n'est plus de l'arbre, mais ce n'est pas uniquement de la matière minérale. Il va y avoir parfois de la matière organique emprisonnée, de la matière vivante comme de l'ADN ou des pollens. Dans la nature, le plus souvent, les éléments se décomposent, d'où la relative rareté des fossiles. Bien sûr, la préhistoire de l'homme s'insère dans une évolution bien plus massive. Pour faire rapidement, l'univers s'est formé il y a environ 14 milliards d'années. La Terre est apparue il y a 4 milliards 600 millions d'années. L'eau et l'atmosphère arrivent vers 4 milliards 300 millions d'années. Et la vie microscopique se développe à partir de 3 milliards 800 millions d'années. La Terre est parfois très hostile à la vie. Elle connaît plusieurs épisodes glaciaires majeurs. Le dernier a lieu il y a 700 millions d'années. La Terre n'était alors qu'une boule de glace et il faut attendre le dégel, puis une accélération de la vie des océans vers 600 millions d'années. Mais ce sont des corps mous et la vie ne sort de l'eau que vers 460 millions d'années. On a ensuite des sortes de reptiles, puis des insectes. Les vertébrés arrivent vers 420 millions d'années, tout ceci sur cet unique continent, la Pangée, vers 250 millions d'années. Les premiers mammifères apparaissent il y a 230 millions d'années et cohabitent avec les dinosaures. Le climat est alors très chaud. On voit vivre également les oiseaux, les plantes à fleurs, puis la destruction de 66 millions d'années qui élimine 70% des espèces, dont les grands dinosaures. La vie réapparaît vers 60 millions d'années, avec des mammifères et des primates. Les continents sont alors bien séparés. Et l'homme dans tout ceci, il est un descendant de cette famille des primates. Et les plus anciennes traces seraient estimées vers 8 millions d'années. Enfin, une forme primitive de l'homme, qu'on appelle les préhumains. Pour le genre humain, dit Homo à proprement parler, il est estimé autour de 3,5 millions d'années, et Homo sapiens, notre espèce, seulement vers 300 000 ans, avant notre ère. L'histoire de l'humanité est donc un point microscopique sur la ligne du temps de cette évolution. Retenons pour conclusion toute l'importance de la problématique et du questionnement en histoire. On observe quelque chose et c'est parce que cela nous interroge, parce qu'on crée une question et qu'on en cherche la réponse qu'on fabrique de l'histoire. En histoire, comme pour beaucoup d'autres choses, les certitudes ne font pas avancer.